Bonjour. Bonjour à vous qui êtes présents ici sur place. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et nous écoutent en ligne. Je tiens d'abord à remercier l'amicale des médecins généralistes de libre pratique de Sfax. Hein? Pas que saute. Donc, je tiens à remercier l'amicale des médecins généralistes de Sfax pour l'invitation, pour m'avoir invité, et plus spécialement Dr Mohamed Ayed et son président, et Dr Olfa Masmoudi. Alors, je vais parler d'un sujet d'actualité assez chaud. Bon, votre invitation a boosté, comme je viens de le dire, votre collègue, donc ma curiosité scientifique pour aller fouiller un petit peu dans ce qui est publié à ce sujet sur la vaccination anti-Covid. Bon. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une vaccination? Qu'est-ce qu'un vaccin? Donc, la vaccination, donc, d'abord, c'est le fait, en administrant à un individu sain, donc un principe actif, une substance, un principe actif, on va obtenir une immunité spécifique et surtout une mémoire immunitaire contre donc l'agent dont provient ce principe actif. Il faut rappeler que la vaccination, qui est née depuis l'ère de Pasteur, a permis d'éradiquer des maladies infectieuses graves. La variole, complètement éradiquée, et la polio, dont même s'il reste quelques petits foyers qui émergent de temps en temps, mais on peut dire qu'elle est éradiquée. Et puis, la vaccination a permis, comme vous le savez, donc, a contribué d'une façon importante à la prévention de nombreuses maladies infectieuses comme la peste, la diphtérie, la rougeole, la coqueluche, la rubéole, les hépatites virales, etc. Pour ceux qui sont sceptiques contre la vaccination, il suffit de leur rappeler ce que c'est la variole, ce que c'est la poliomyélite. Hein. La vaccination bon, on peut dire que ça a débuté même avec la Chine antique. Mais bon, mais sur le plan scientifique, ça a commencé avec Édouard Jenner. Édouard Jenner, qui est un chercheur anglais, qui, à la fin du XVIIIe siècle, donc, avait observé que les fermiers et fermières qui travaillaient dans des élevages bovins, au contact avec des vaches, et la vache fait une forme de variole qui ressemble à la variole humaine, le virus, donc, on l'appelle de cowpox, mais il est bénin aussi bien chez la vache que surtout chez l'homme. Et donc, il a observé que ces fermières et fermiers qui travaillaient dans ces élevages bovins, donc, lorsqu'il y avait une épidémie de variole, ils ne faisaient pas la maladie. Et donc, il a fait le lien et il s'est dit que peut-être parce que au contact de ces vaches malades, donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a pris, bon, maintenant, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec l'éthique, etc. Mais à l'époque, donc, il a pris des croûtes, des petites croûtes à côté, par les petites croûtes, donc, chez les vaches, et il a administré ça à des enfants. Et 2 ou 3 semaines après, il est revenu administrer à ses enfants les croûtes de malades varioleux. Et là, il observe que ces enfants ne font pas la maladie. Donc, c'est la première observation donc, scientifique. Bon, mais ça, c'est une chance, c'est que le virus de la variole bovine, on peut dire, le vaccin de vache, ressemble au virus de la variole humaine, mais il est bénin chez l'homme, et donc il permet de, c'est le principe de la vaccination, il permet d'entraîner la réponse immunitaire, d'induire la réponse immunitaire, il est immunogène, mais il n'est pas virulent.
Bon, ça ne peut pas être appliqué à tous les agents pathogènes, donc il a fallu attendre 100 ans après pratiquement avec Pasteur. Pasteur, en fait, ça a commencé comme ça par hasard. Pasteur, il travaillait qui est microbiologiste, on le rappelle, qui travaillait entre autres sur le choléra de la poule. Donc, il avait des boîtes de pétri avec le bacille du choléra de la poule. Lorsqu'on injecte à des poules, donc ça entraîne le choléra et la mort des poules rapidement dans les quelques heures ou jours qui suivent. Pasteur devait partir en vacances et il a demandé gentiment à son associé de prendre soin de ses cultures. Les boîtes de pétri, il fallait mettre les milieux de culture, etc. Et bien évidemment, l'associé, donc il a oublié. Pasteur, quand il est revenu 2 ou 3 semaines après ses vacances, furieux de rage, donc, bon, contre son associé. Quelqu'un d'autre, bon, ces boîtes de pétri étaient asséchées, ne servaient plus à rien. Quelqu'un d'autre les aurait jetées. Pasteur, savant qu'il est, donc il a eu l'idée de prendre ces boîtes de pétri, remettre un peu de milieu de culture, remettre en suspension, et il a administré ça donc à des poules saines, donc. Et normalement, lorsqu'il donne le bacille vivant, donc le bon bacille, donc c'est la mort au bout de quelques heures, quelques jours. Et là, les poules, rien ne leur arrive. Et plus même, lorsqu'il revient 2 ou 3 semaines après, avec donc du bacille vivant, là, les poules, elles sont protégées. Et c'est là qu'est né le principe de la vaccination. Le premier principe de la vaccination, c'est donc de cultiver l'agent pathogène dans des conditions défavorables, hein, ici, donc culture prolongée, sans les milieux de culture, etc., dans des conditions défavorables pendant une assez longue période, jusqu'à arriver à une forme non pathogène, non virulente, qui perd la virulence, mais qui garde l'immunogénicité. Alors, 2 ans après, donc Pasteur s'attaque à la rage et donc, purifie, etc., atténue le germantose et l'histoire qu'on connaît, la première vaccination en Russie, le petit enfant mordu par un chien. Et c'est comme ça que donc ça marche bien, l'efficacité du principe actif, même si ici, ce n'est pas une vaccination proprement parlée. Hein. C'est une vaccination à objectif thérapeutique. Mais le principe est bon, et donc à partir de là, il y a eu la généralisation de la vaccination. Hein, et comme vous le savez, maintenant, c'est largement bon, la variole, la rage, la fièvre jaune, la poliomyélite, la rougeole, les eurillons, les hépatites. Tout ça, c'est des virus. Le tétanos, la diphtérie, c'est des exotoxines bactériennes. La tuberculose, le BK, donc c'est un germe à multiplication extracellulaire. Et le méningocoque et le pneumocoque, donc c'est des bactéries encapsulées. Comment agissent ces vaccins? Donc les vaccins, en administrant le principe actif, on va induire une réponse immunitaire, à la fois de préférence, à la fois humorale, avec des anticorps et des lymphocytes B qui vont donner les plasmocytes secréteurs d'anticorps, et une réponse cellulaire, donc avec des lymphocytes T spécifiques, des lymphocytes T helper, CD4+, des lymphocytes T cytotoxiques, ou CTL, CD8+. Et en même temps, avec ces lymphocytes B et ces lymphocytes T spécifiques donc, de l'agent immunisant, on va mettre en place, c'est comme ça que ça fonctionne, la réponse immunitaire spécifique acquise. Donc, on va mettre en place une mémoire immunitaire, la production de lymphocytes B était une mémoire à longue durée de vie. Et ces lymphocytes B étaient mémoire à longue durée de vie, vont être capables, lorsque, en cas de nouveau contact avec l'agent pathogène, vont être capables d'être activés et de donner une réponse immunitaire efficace et forte et, en très peu de temps, très rapidement. Ce n'est pas les 5 à 6 jours qui sont nécessaires pour une réponse normale. Alors, le mode d'action des vaccins, donc, contre les virus, il y a 2 mécanismes qui sont mis en jeu. La neutralisation par les anticorps se fixent sur le virus, sur les protéines du virus
surtout sur la protéine que le virus va utiliser pour adhérer au récepteur membranaire sur la cellule cible. Hein, et comme ça, le virus, on dit, il est neutralisé. Il n'est pas tué, mais neutralisé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas adhérer à la cellule cible. Parce que la première étape d'une infection, qu'elle soit virale, bactérienne et tout, c'est l'adhésion de l'agent pathogène à la cellule cible. Le deuxième mécanisme, c'est la cytotoxicité, c'est-à-dire les lymphocytes T cytotoxiques. La vaccination doit permettre la production de lymphocytes T cytotoxiques, et ces lymphocytes T cytotoxiques, pour, lorsque le virus, donc les anticorps, non pas les quelques virus qui auront échappé à la neutralisation par les anticorps, ces lymphocytes T cytotoxiques, hein, bon, les virus vont infecter les cellules, mais ces lymphocytes T cytotoxiques vont venir tuer ces cellules. Il faut bien avoir présent à l'esprit que pour une cellule infectée par un virus, c'est une cellule, bon, il y a par quelques, mais généralement une cellule infectée par un virus, une cellule simple, c'est pas un comment dire, macrophage, mais une cellule normale, une cellule habituelle infectée par un virus, c'est une cellule vouée à la mort. Elle va répliquer le virus, elle va en produire des milliers de copies et elle va finir par exploser. Et les particules virales vont se disséminer. Donc, l'objectif du système immunitaire pour des lymphocytes T cytotoxiques, c'est de tuer ces cellules parce qu'elle est destinée à mourir. L'objectif, c'est de la tuer avant même qu'elle ait achevé le processus de réplication virale. Au virus, il suffit qu'il manque un seul composant, une seule protéine, le virus n'est plus virulent. Donc, c'est ça l'objectif de la lymphocytotoxicité. Deuxième mécanisme pour les vaccins, c'est pour les bactéries donc, qui vont sécréter des exotoxines bactériennes. Donc, le pouvoir pathogène est lié aux exotoxines bactériennes. Vous le savez, le tétanos, la diphtérie, hein, tétanos, j'ai l'infection ici. Le problème, ce n'est pas le bacille, l'infection ici. Le problème, c'est l'exotoxine qui va passer dans le sang jusqu'au système nerveux, etc. Et donc, là aussi, c'est la neutralisation par les anticorps spécifiques contre l'exotoxine bactérienne qui est dans le vaccin. Pour les bactéries encapsulées, comme le pneumocoque, le méningocoque, etc., ces bactéries encapsulées, contrairement aux autres bactéries, là, ils ont, en plus de la paroi, ils ont une capsule. Et avec cette capsule, ils deviennent difficilement accessibles aux cellules phagocytaires. Les cellules phagocytaires ne peuvent plus adhérer à ces bactéries, ne peuvent plus se fixer. Et lorsqu'il y a des anticorps spécifiques sur ces bactéries, là, ça devient très facile pour les cellules phagocytaires. Elles ont toutes une multitude de récepteurs spécifiques pour le fragment FC des immunoglobulines. Vous avez l'anticorps qui est fixé sur la bactérie, sur la capsule bactérienne, et la cellule phagocytaire est là le récepteur pour le fragment FC de l'anticorps. L'anticorps est fixé par ces deux fragments FAB sur la bactérie. Il a attrapé, il n'a plus la lâcher. Mais la cellule phagocytaire, avec le récepteur, elle va donc pouvoir coller, attraper la bactérie. Et puis, pour les bactéries intracellulaires, comme le BK, par exemple, le vaccin va mettre en place une réaction d'hypersensibilité retardée par des lymphocytes T helper. Alors, allons maintenant vers les coronavirus, plus particulièrement, de façon générale, les virus à ARN. Et comme vous le voyez dans ce schéma, donc le processus de réplication des virus, des coronavirus, se passe entièrement dans le cytoplasme. La première étape, c'est bien sûr le coronavirus qui va, je vous ai dit, la première étape de toute infection, c'est l'adhésion de l'agent pathogène à une protéine de la membrane. Donc, ici, donc, une protéine de la membrane sur laquelle va adhérer le virus, et puis l'enveloppe virale va fusionner avec la membrane plasmique, et le virus va se retrouver à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur du cytosol, et là, donc, pour les coronavirus, donc, avec la réplicase, donc, qui est une ARN polymérase, donc l'enzyme virale, donc,
l'ARN du virus va être transcrit, donc va être traduit, donc va être transcrit l'ARN du virus, donc ça va donner de l'ARN génomique, donc l'ARN entier, hein, et puis ça va donner donc des petits bouts d'ARN messagers, et ces petits bouts d'ARN messagers vont être traduits en les différentes protéines de structure, enzymes, etc. du virus, et puis donc les particules virales vont être assemblées et elles vont pouvoir être excrétées. Alors, la cinétique de la réponse immunitaire antivirale lors d'une primo-infection, premier contact avec le virus. Ouais, comme vous le voyez, donc, il y a 3 effecteurs principaux pour l'immunité antivirale, hein, soit des virus à ARN ou ADN. Donc, on a d'abord les effecteurs de l'immunité innée, donc les interférons, puis les cellules NK. Les interférons alpha ou bêta, il y a des cellules qui produisent des interférons alpha et d'autres qui produisent des interférons bêta. Qu'est-ce qu'ils font les interférons? La cellule, lorsqu'elle est infectée par un virus, donc il y a une voie métabolique qui va permettre la production de ces interférons. Et ces interférons, la cellule, de toute façon, elle est foutue, comme je vous l'ai dit, mais elle va au moins, en produisant ces interférons, alerter les autres cellules avoisinantes et leur permettre de se retrouver dans un état de non-réceptivité, de résistance donc, au virus. Et elles sont mieux armées contre le virus. Et puis, il y a une publication il y a quelques mois qui a montré que, je ne me rappelle plus, il y a peut-être 15% des formes graves de Covid étaient observées, parce que là, il n'y a pas l'âge, c'est chez des sujets qui avaient une mutation dans l'un ou l'autre des gènes de ces interférons. Le deuxième effecteur de l'immunité innée, c'est les cellules NK, Natural Killer Cells. Les cellules NK, c'est des cellules tueuses naturelles, c'est des cellules de l'immunité naturelle. Lorsqu'on fait la NFS, elles sont comptabilisées avec les lymphocytes. Mais ce ne sont pas des lymphocytes, ni des lymphocytes B, ni des lymphocytes T. Elles n'ont pas de récepteur spécifique pour l'antigène. Elles sont toutes identiques. Il y a 2 sous-populations de lymphocytes NK. Bon, mais disons, elles sont toutes identiques. Et c'est des cellules cytotoxiques qui ne font pas la différence entre les différents virus. Elles sont capables de tuer n'importe quelle cellule infectée par n'importe quel virus, pratiquement, plus ou moins. Donc, et ces cellules NK donc, interviennent en deuxième position. Et suivi, il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut un certain temps pour que l'immunité spécifique se mette en marche. Et donc, pour des lymphocytes T spécifiques, donc ça va mettre 5 à 6 jours. Et donc, les lymphocytes T spécifiques qui vont entrer en dernier lieu et permettre, donc, comme je viens de le dire, de tuer donc, les cellules infectées par les virus. Comme c'est montré ici, l'immunité spécifique, l'immunité acquise des lymphocytes B et des lymphocytes T, eh bien, contrairement aux cellules NK qui sont toutes identiques, c'est des cellules de l'immunité innée. Les lymphocytes B ne sont pas tous identiques, les lymphocytes T ne sont pas tous identiques, indépendamment que ce soit CD4 ou CD8, mais par rapport à leur récepteur, chaque lymphocyte va exprimer un seul et même récepteur. Des milliers de copies, mais un seul et même récepteur. L'autre lymphocyte, un seul et même récepteur, des milliers de copies. Et comme ça, on va avoir des milliards et des milliards de lymphocytes B et T, CD4 et CD8, avec chacun donc un récepteur. Et en fonction, ces lymphocytes vont être présents dans le sang, dans la lymphe, etc., les organes lymphoïdes. Et ils sont ce qu'on appelle des lymphocytes naïfs, donc au repos. En fonction de l'antigène qui va arriver, du virus qui va arriver, c'est uniquement le ou les quelques lymphocytes qui sont spécifiques, qui vont reconnaître le peptide ou tel peptide viral, etc., qui vont être activés, qui vont proliférer. Mais ça, ces étapes on ne va pas obtenir 2 ou 4 cellules, on va obtenir des milliers de cellules effectrices, des lymphocytes B, des plasmocytes sécréteurs d'anticorps, une machine à produire des anticorps, des lymphocytes et helpers, des machines à produire des cytokines, et des lymphocytes T cytotoxiques qui vont, spécifiques du virus, qui vont tuer toutes les cellules infectées par ce virus.
En même temps, cette réponse immunitaire spécifique, elle va permettre de mettre en place en parallèle un petit nombre de lymphocytes B et T mémoire spécifiques à longue durée de vie. Ces lymphocytes B et T mémoire spécifiques à longue durée de vie, on va les retrouver dans le sang, dans la lymphe, mais aussi dans la moelle osseuse, et ils vont se reproduire, ils sont à longue durée de vie. Et en cas de deuxième contact, c'est ça l'objectif des vaccins, c'est ça ce qu'on veut obtenir, en plus des lymphocytes B, et, etc. Mais on veut obtenir ces lymphocytes B et T mémoire à longue durée de vie, parce que en cas de deuxième contact avec, là, après la vaccination, le contact réel avec l'agent pathogène, eh bien, ils vont être capables de shunter toutes ces étapes de 5 à 6 jours et en quelques heures, donc on va avoir une réponse très forte, efficace, etc. Alors, pour la primo-infection virale, je n'ai pas parlé d'anticorps, parce que le temps que les anticorps soient produits 5 à 6 jours, on est ici, 5 à 6 jours, c'est foutu, on a des milliers et des milliers de virus, les anticorps, ça ne sert plus à rien. Alors que pour les vaccins, pour la vaccination, on est en contact avec un nombre réduit de virus, et les anticorps, c'est là qu'on a besoin des anticorps. Les anticorps, ils vont neutraliser les virus. Les anticorps, ils se fixent sur, par exemple, pour le SARS-CoV-2, donc sur la protéine spike, et donc comme ça, le virus, il ne pourra plus se fixer, adhérer au récepteur de la CE2, la CE2, enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Donc, comme ça, donc, le virus ne pourra pas adhérer, il sera neutralisé. Et puis, ce qu'on veut obtenir avec les vaccins, c'est aussi les lymphocytes toxiques pour que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, les quelques virus qui auront échappé et qui auront quand même pu infecter des cellules, bien, les lymphocytes toxiques présentes vont pouvoir tuer ces cellules. Alors, de quoi est composé un vaccin? Un vaccin, c'est d'abord le principe actif. Le principe actif, donc soit le germe entier ou un ou plusieurs composants du germe. Bon. Ce principe actif, comme tout médicament, il va être dilué donc, dans une solution, généralement de l'eau physiologique ou autre. Et puis, il peut y avoir un agent conservateur pour éviter les contaminations bactériennes. Et puis, pour certains vaccins, on peut être amené à ajouter des adjuvants. Alors, les adjuvants les plus utilisés, c'est les sels d'ammonium, le phosphate de calcium, des émulsions de phospholipides, des nanoparticules, etc. Alors, à quoi servent les adjuvants? Les adjuvants, d'abord, il faut bien voir que l'adjuvant, il permet d'augmenter l'immunogénicité. Quand on dit immunogénicité, c'est la capacité de l'antigène à pouvoir induire une réponse immunitaire spécifique. Donc, il y a des antigènes qui sont peu immunogènes et on est donc amené à utiliser des adjuvants. Les adjuvants, en fait, ils vont permettre de délivrer, parce que dans un vaccin, on a besoin de deux signaux. Un signal pour la réponse immunitaire, c'est-à-dire pour avoir la réponse immunitaire spécifique, mais un signal aussi pour activer la réponse immunitaire, pour donner l'alerte, un signal de danger aux cellules dendritiques, etc., aux cellules de l'immunité innée, notamment les cellules dendritiques, pour allez, les T-helpers, réveillez-vous, les cytotoxiques, il y a un problème. Donc ça, c'est les cellules dendritiques. Et là, il faut des signaux de danger. Et bon. Lorsqu'on utilise les germes entiers, les signaux de danger sont là. Les germes entiers, il y a des motifs moléculaires partagés qui vont, lorsque le système immunitaire les voit, c'est tout de suite, il comprend qu'il y a danger. Sinon, on peut être amené à donner des adjuvants donc pour donner ce signal de danger et activer donc, la réponse immunitaire. L'adjuvant, et il permet aussi de diminuer la quantité d'antigènes. Parce qu'il faut bien savoir, il faut bien voir que pour les vaccins, ce n'est pas toujours évident. Parfois,
on est maintenant à combien? 5 milliards ou 7 milliards d'individus. Parfois, bon, on a besoin je sais pas, de vacciner 500 ou 600 millions d'individus et on n'a pas suffisamment de vaccins. On aimerait bien, au lieu d'utiliser que 100 microgrammes, si on pouvait mettre 50 microgrammes, ça permet déjà de pouvoir vacciner deux fois plus de sujets. Et donc, ça, on peut l'obtenir en rajoutant des adjuvants. Les adjuvants peuvent aussi diminuer le nombre de rappels nécessaires pour avoir une immunité protectrice. Et puis, les adjuvants, ils vont moduler et orienter la réponse immunitaire. Parfois, on a besoin, pour tel germe, d'une réponse à médiation cellulaire, surtout TH1, hypersensibilité retardée, par exemple, comme pour le BK, pour le BCG. Parfois, on a besoin d'une réponse surtout anticorps, donc on a besoin d'orienter vers une réponse TH2, etc. Et puis, les adjuvants vont pouvoir retenir plus longtemps l'antigène sur le site d'injection et donc permettre à la réponse immunitaire de prendre tout son temps. Alors, non, c'est une vous posez les questions, s'il vous plaît. Je suis désolé. Mais je suis ouvert à toutes vos questions. Alors, l'immunopathologie et les effets secondaires des vaccins. Alors, bien sûr, le vaccin, c'est un médicament et tout médicament peut avoir des effets secondaires. Vous êtes généraliste, vous êtes bien mieux averti que moi à ce sujet. Donc, alors, pour les vaccins plus particulièrement, on a décrit des réactions, ce qu'on peut appeler des réactions auto-immunes aiguës, du genre pour certaines campagnes de vaccination contre la grippe porcine aux États-Unis et ailleurs, en 1976, puis en 2009, donc la grippe H1N1. Donc, on a observé des syndromes de Guillain-Barré. On pense que ça devait être lié à la production par ces malades d'anticorps antigangliosides, de narcolepsie. Alors, narcolepsie, ça a été rapporté en 2009 et on a incriminé l'adjuvant, l'aluminium. Je vous ai dit que l'aluminium est l'adjuvant le plus largement utilisé. Et on a évoqué l'hypothèse que l'aluminium inhiberait la voie de signalisation de l'hypocrétine. Mais après cette observation, il y a eu d'autres études avec le même vaccin, le même adjuvant, et on a démontré qu'il n'y avait pas d'association avec la narcolepsie. Et puis, des études ont montré que, en fait, ces malades, peut-être que c'est la teneur, la concentration en composants viraux, en protéines virales dans ces vaccins, notamment la nucléoprotéine qui est en cause. Et on a montré que ces malades, donc, qui faisaient une narcolepsie, donc, produisaient des anticorps qui avaient une réaction croisée. Donc, les anticorps antinucléoprotéines avaient une réaction croisée avec justement avec ce que j'ai appelé, ce que j'ai nommé tout à l'heure, l'hypocrétine, et donc ça peut expliquer tout ça. Mais en tout cas, ça reste des événements très rares. On parle de 8 cas par million pour le syndrome de Guillain-Barré et 30 cas par million pour la narcolepsie, et tous observés chez des jeunes sujets de moins de 20 ans. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle le phénomène de Vaccine-Induced Disease Enhancement, c'est-à-dire que dans ce cas, les sujets vaccinés, certains des sujets vaccinés, vont, lorsqu'ils sont infectés après le vaccin et lorsqu'ils sont infectés par le germe en cause, vont développer une forme grave. Là, ça a été observé dès 1967 avec la rougeole. On a été obligé de changer le vaccin et 66 avec le virus respiratoire syncytial.
Ça a été observé, rapporté tout récemment avec le virus de la dengue, avec le vaccin contre la dengue, mais il faut bien voir que pour la dengue, il y a 4 sérotypes et déjà lorsque vous êtes infecté par un sérotype, sans être vacciné, lorsque vous êtes infecté par un autre sérotype, vous risquez déjà de faire une forme grave. Donc, on veut attribuer au vaccin quelque chose. Bon. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle aussi l'antibody dependent, l'antibody induced enhancement. Donc, la maladie qui serait facilitée, amplifiée par les anticorps. Alors, comment ça se passe? C'est que là, ça peut être observé. On peut avoir que la vaccination chez certains individus ne va pas donner des anticorps neutralisants, forte affinité contre la protéine, la glycoprotéine de l'enveloppe qui est utilisée pour s'accrocher avec le récepteur membranaire cellulaire. On va avoir des anticorps qui ne sont pas neutralisants, qui ont une faible affinité, qui se fixent avec une faible affinité sur le virus. Et là, lorsque le sujet est infecté, eh bien, ces anticorps, ils vont se fixer sur le virus, mais ils ne vont pas être neutralisants. Mais le virus avec ses anticorps, qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les cellules qui expriment des récepteurs pour le fragment FC des immunoglobulines, des IgG en particulier, il y en a plein, les cellules phagocytaires, les éosinophiles, les neutrophiles, les macrophages, les lymphocytes, etc. Toutes, plein de sortes de cellules qui expriment les récepteurs pour le fragment FC. Eh bien, vont avec le récepteur pour le fragment FC, l'anticorps il est fixé sur le virus, même s'il n'attrape pas très fort, mais il est fixé sur le virus. Et avec le fragment FC, ces cellules vont capter donc, le fragment FC de l'anticorps, et comme ça, le virus, il n'a plus besoin de la protéine S et de la CE2, etc. Il peut infecter n'importe quelle cellule, il va pouvoir entrer. Hein, donc, et là, donc, bien sûr, ça va donner, faciliter la maladie et une forme grave. Bon, à part ça, bon, les vaccins, ça donne toujours, c'est l'objectif, ça donne toujours donc, une réaction inflammatoire, ça stimule l'immunité innée, il y a une réaction inflammatoire, des cytokines, etc. Donc, il peut y avoir de la douleur, de la fièvre, etc. Et puis, il peut y avoir des réactions allergiques, comme avec tout médicament. Alors, quels sont les différents types de vaccins? Il y a les vaccins classiques et les nouveaux vaccins. Les vaccins classiques, comme décrit par Pasteur, les vaccins atténués ou vivants, les vaccins inactivés ou tués, les vaccins sous-unitaires, il y a les vaccins protéiques, polysaccharidiques et les onatoxines. Et puis, il y a les nouveaux vaccins. Là, on a les vaccins utilisant des vecteurs viraux et les vaccins à ADN. Il y a aussi les vaccins, bon, on va les voir de toute façon, les viral-like proteins. Alors, les vaccins vivants ou atténués. Donc là, le vaccin, comme a fait Pasteur, donc on l'a cultivé dans des conditions défavorables pendant assez longtemps pour arriver à avoir un variant qui n'est plus virulent, mais qui garde l'immunogénicité. Donc, ce genre de vaccin, donc, ça donne bien sûr, on n'a pas besoin d'adjuvant, ça donne une très forte réponse immunitaire, humorale et cellulaire. Souvent, on n'a même pas besoin de rappel, ou tout au plus un seul rappel. Bon, la conservation, comme c'est des germes vivants, donc la conservation, ils sont moins stables que les vaccins tués, mais par contre, le problème, c'est qu'il y a toujours un risque de conversion. Et ce risque se pose d'autant plus avec des virus, pour nous, comme ce fameux coronavirus. Vous administrez le vaccin à un sujet, après, bon, il se réveille. Donc ça, c'est... Alors, de toute façon, ils sont contre-indiqués chez les femmes enceintes et chez les malades immunodéprimés. Alors, les exemples sont nombreux. La tuberculose, c'est le bacille de Calmette-Guérin, la rougeole, la rubéole, les oreillons, etc. Alors, les vaccins inactivés ou tués. Ici, le pathogène
a été tué par des moyens physiques ou chimiques. Il a été tué. Donc, il n'y a plus de risque. Il n'y a plus d'inversion possible. Il ne peut plus revenir. Mais j'aime. Hein, alors, mais le problème, c'est qu'ils vont généralement induire une réponse humorale seule. Ils ne sont pas efficaces pour induire une réponse immunitaire cellulaire. Ils vont nécessiter l'adjonction d'adjuvants et souvent plusieurs rappels. Bon, la conservation, ils sont plus stables. Il n'y a pas de tendance à l'inversion, il n'y a pas de risque. Ils sont safe, comme on dit. Exemple, la rage, l'hépatite A, etc. Alors, les vaccins sous-unitaires, on appelle les subunit vaccines. Ici, le composant antigénique clé du pathogène, l'antigène immunodominant, il est extrait et purifié, hein, ou bien extrait et purifié, puis traité avec la chaleur et le formol, c'est comme pour les exotoxines bactériennes, ou bien il est tout simplement, c'est facile à dire, il est produit par génie génétique. Et là, donc, c'est des protéines recombinantes. Alors, il vaut mieux, il y a plusieurs moyens de produire des protéines recombinantes, mais il est de préférence, il faut que ce soit produit dans des cellules de mammifères, parce que c'est ça ce qui va permettre, qui va garantir qu'on ait une protéine antigénique qui garde la même conformation spatiale, les mêmes glycosylations, etc., que la protéine native. Alors, ces vaccins, donc, ils vont donner une immunité comme les précédents, donc une immunité humorale seule, besoin d'adjuvants, plusieurs rappels. Ils sont stables, bien sûr. Il n'y a pas de tendance à l'inversion, puisque ce n'est même pas des germes, c'est des sous-unités. L'exemple, l'hépatite virale B, l'antigène HPS pour les produits par génie génétique, le tétanos à diphtérie pour l'exotoxine bactérienne, donc traitée par la chaleur et le formol, la coqueluche, pneumocoque, etc. Alors, il y a maintenant, bon, on peut dire, c'est des nouveaux vaccins, ce qu'on appelle les virus-like proteins. C'est des qu'on peut désigner comme des pseudo-particules virales. C'est des particules virales vides. Hein. C'est des particules virales vides. Il n'y a pas de matériel génétique. Il n'y a ni ARN ou ADN. Donc, elles sont non infectieuses. En fait, c'est des nanoparticules produites artificiellement en rassemblant 2 ou 3 ou plusieurs protéines structurales du virus. Et il faut bien voir que ces protéines, lorsque vous les produisez par biologie moléculaire, par génie génétique, et après vous les mettez ensemble, elles vont se rassembler de façon tout à fait spontanée. Alors, ce genre de vaccin, ça donne une immunité humorale et cellulaire, mais il nécessite généralement l'addition d'adjuvants et plusieurs rappels. L'exemple qui existe, c'est le papillomavirus, donc l'HPV. Ça a été essayé avec le SARS-CoV, mais bon, rapidement, l'épidémie est passée, donc on n'en a pas eu besoin. Alors maintenant, les nouveaux vaccins, on a les vaccins utilisant des vecteurs viraux recombinants, recombinant viral vector vaccines. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est des vaccins nouveaux, hein? 5 minutes, d'accord. Bon. Alors, c'est des virus communs, comme l'adénovirus, c'est des virus communs, inoffensifs, mais qui ont été modifiés génétiquement pour exprimer à leur surface l'antigène immunodominant du virus, donc ciblé par la vaccination. On peut utiliser des vecteurs réplicatifs, par exemple, les souches vaccinales utilisées déjà pour la rougeole ou pour la grippe, ou pour le virus VSV, donc le virus de la stomatite vésiculaire, qui a été utilisé donc dans le vaccin contre l'Ebola. On peut, avec ce genre de vaccin, donc on peut
faire deux vaccins en un, avec par exemple la souche vaccinale contre la grippe, on insère dedans le gène de la protéine S et avec une hémagglutine, etc. Et comme ça, on a un vaccin, c'est en cours de développement, on a un vaccin à la fois contre la grippe et contre le coronavirus. Il y a donc les virus non réplicatifs, donc lorsque vous injectez le vaccin, le virus ne va pas se répliquer. Là, on a l'exemple des adénovirus, donc des virus communs, ou le MVA, virus donc, souche qui a été utilisée pour la production d'un vaccin HIV. Le problème, c'est que comme ce sont des virus courants, donc les sujets donc, vaccinés, surtout s'ils sont suffisamment âgés, adultes ou âgés, donc le plus souvent, ils ont déjà été en contact avec ces virus, ils sont déjà immunisés. Et donc, lorsque vous administrez le virus, très rapidement, il y a une réponse immunitaire qui va permettre d'éliminer le virus et le système immunitaire n'aura pas le temps de mettre en place une réponse contre la protéine, l'antigène vaccinal, recherché par la vaccination. La solution, qui a été proposée par l'Université d'Oxford, c'est dans leur vaccin en cours de préparation, qui est déjà commercialisé, c'est d'utiliser un adénovirus de chimpanzé. Et donc, comme ça, les humains n'ont pas cette immunité et donc il n'y a pas ce problème. Donc, ces vaccins, ils sont très efficaces pour l'induction d'une bonne réponse immunitaire humorale et cellulaire. Il n'y a pas besoin d'adjuvants. L'exemple, donc, ils sont déjà utilisés pour l'Ebola. Et puis, ils sont déjà utilisés en thérapie génique. C'est ce qu'on appelle des virus oncolytiques modifiés génétiquement pour infecter spécifiquement les cellules tumorales qu'ils détruisent. Et donc, on a comme ça l'Imlygic, qui a eu son année en 2015 et qui est une souche issue d'une souche d'herpès utilisée en traitement du mélanome. Alors, les vaccins à ADN, donc là, ici, c'est un plasmide recombinant, donc c'est l'ADN donc, circulaire, donc dans lequel on va insérer un segment de l'ADN du pathogène qui code pour l'antigène immunodominant qui va permettre l'obtention d'anticorps neutralisants. Ça permet d'obtenir une immunité humorale et cellulaire. Il n'y a pas besoin d'adjuvant. Mais le problème, l'ADN, il va s'insérer dans les chromosomes, donc il y a un risque oncogène. Et donc, ça n'a jamais été utilisé chez l'homme pour le moment. Alors maintenant, les vaccins, les tout derniers, les vaccins à ARN. Ici, donc, on va utiliser un fragment d'ARN du virus codant pour la protéine cible, l'antigène immunodominant du virus. Pour le SARS-CoV-2, c'est la protéine S. Ce fragment d'ARN va être modifié pour éviter que l'ARN soit reconnu par les TLR, les toll-like receptors, à la surface des cellules dendritiques et des cellules de l'immunité innée, qui sont là. Lorsqu'ils voient l'ARN viral, ils vont être activés. Donc, on va mettre quelque chose pour le masquer pour que ces cellules ne soient pas activées. Ce qu'on appelle silenced RNA. Et pour éviter aussi d'activer la voie de l'interféron. Et cet ARN va être incorporé dans des nanoparticules lipidiques. Bon, on peut avoir d'autres supports, mais le plus utilisé, c'est les nanoparticules lipidiques. Qu'est-ce qu'elles vont permettre? Les nanoparticules lipidiques, elles vont protéger l'ARN. Donc, sinon, l'ARN aurait été dégradé rapidement tout de suite. Donc, pour protéger l'ARN, ils vont le guider pour se fixer sur la membrane cellulaire et traverser la membrane cellulaire et pouvoir être dans l'endosome et après, comment quitter et pouvoir être libéré dans le cytosol. Les virus à ARN donc, sont non infectieux. L'ARN reste dans le cytosol et ne peut intégrer le noyau d'aucun moyen. De plus, il est rapidement dégradé. Dans le réticulum endoplasmique, donc l'ARN messager est traduit en protéine virale. Celle-ci est glycosylée dans l'appareil de Golgi, puis exprimée à la surface de la cellule. Des peptides antigéniques sont présentés, etc. Le processus reproduit le cycle viral naturel et la réponse immunitaire qui en résulte. Alors, il faut bien voir que les vaccins à ARN,
je ne suis pas spécialiste des vaccins, mais j'ai bien fouillé la bibliographie. Je me suis rendu compte que les vaccins à ARN, donc c'est pas, ils sont pas, on peut dire qu'ils ne sont pas tombés du ciel. C'est le résultat, c'est le fruit de plus de 30 ans de recherche. Hein. Et ils ont déjà été testés, il y a des essais cliniques qui sont rapportés, utilisés chez l'homme depuis un certain nombre d'années pour le traitement, ça c'est de la thérapie génique pour le traitement de certains cancers et aussi pour la prévention de certaines maladies infectieuses comme le Zika, l'Ebola, etc. La première autorisation par la FDA date de 2017, donc bien avant l'infection par le... Alors, je vous lis ce texte que j'ai pris donc, d'un document qui a été publié par la Société française de pathologie infectieuse, justement sur les vaccins ARN et les nanoparticules qui sont utilisés. L'ARN vaccinal ne peut pas être injecté, comme je l'ai dit, sous forme donc nue, hein, seul, il aurait été dégradé rapidement et ça ne fait rien. Donc, on est obligé d'utiliser donc les nanoparticules lipidiques, une enveloppe lipidique. Et cette enveloppe lipidique est semblable à ce qu'on a dans la bicouche lipidique de nos membranes cellulaires. Il y a beaucoup de composants semblables. Et une fois libérées, nos particules vont fusionner avec la membrane de la cellule, etc., libérer l'ARN, etc. Donc, vous voyez ici, donc, comment est-ce que... Et ces lipides, ces différents composants lipidiques qui vont former les nanoparticules, donc, ils vont les mettre comme ça en solution avec l'éthanol et tout, et puis après, ils se constituent en nanoparticules comme ça spontanément, et après, vous voyez, avec la membrane plasmique, la nanoparticule, donc ça va fusionner. Et donc, bien sûr, il y a le choix des bons lipides, cationiques, anioniques, etc., pour permettre à tout ce processus de se faire comme il faut. Les nanoparticules lipidiques qui contiennent l'ARN sont composées de molécules dont le cholestérol et de plusieurs lipides synthétiques. Et parmi ces lipides synthétiques, il y a le polyéthylène glycol. Eh bien, ce polyéthylène glycol, comme mentionné donc, dans ce texte, donc, il est déjà largement utilisé dans l'industrie pharmaceutique, par exemple dans le Macrogol, etc. Donc, l'interféron, le PGLé. Il y a des réactions allergiques, elles peuvent exister contre le PEG, mais elles sont très rares, elles existent, elles sont très rares, donc elles peuvent expliquer donc, les réactions qu'on a décrites, certaines des réactions allergiques qu'on a décrites. Mais le polyéthylène glycol, c'est une substance donc, qui est largement utilisée en pharmacologie, comme des nanoparticules maintenant de plus en plus. Vous voyez ici le cheminement normal pour obtenir un vaccin, 10 ans pratiquement, et heureusement, comme la science évolue, que la communauté internationale donc s'est décidée à mettre tous les moyens en commun, etc., partager et tout. Alors, je voudrais insister sur un point. Alors, efficacité du vaccin, on parle beaucoup d'efficacité du vaccin. Bon, pour nous, immunologistes, efficacité du vaccin, je vais le dire tout à l'heure, hein, vous faites un vaccin, c'est vous dosez les anticorps spécifiques après. Hein. Lorsqu'on fait un vaccin contre l'hépatite B, l'antigène HBs, on dose des anticorps anti-HBs. Lorsqu'on fait un vaccin contre le SARS-CoV-2, c'est la protéine S, eh bien, on doit être capable de doser les anticorps antiprotéines S. Alors, pour les épidémiologistes, donc, je vous rappelle qu'il y a 4 paramètres, 4 mesures pour évaluer l'efficacité d'un vaccin. Il y a l'efficacité directe, donc dans une même population, comparer les vaccinés et les non vaccinés. L'efficacité indirecte, donc comparer les non vaccinés d'une population où il y a un programme de vaccination par rapport aux non vaccinés d'une population générale, d'une autre population, et l'efficacité totale. Et ça dépend de plusieurs facteurs, l'efficacité, la compulsion, le pouvoir immunogène, le mécanisme d'action du vaccin, la capacité du vaccin à induire une réponse immunitaire protectrice chez tous les individus. Et ça, on le sait, nous les immunologistes, on sait que ça dépend du polymorphisme HLA.
du site de la voie d'injection, de l'âge, de l'état de santé du sujet vacciné. Alors, sauf exception, il n'y a aucun vaccin qui donne 100% d'efficacité. Hein. Vous avez ici quelques chiffres, ça peut même aller 50, 60%, 70%, etc. Alors, ici, donc, vous voyez, est-ce que j'ai encore 5 minutes? Ah? Ben, ok, de toute façon, donc vous avez, donc là, c'est pour l'efficacité, donc les paramètres, donc pour le 2 minutes. Hein. Donc, pour les vaccins anti-SARS-CoV-2, donc voilà le virus, hein, il se fixe sur la cellule grâce à la protéine spike, hein, le domaine S1 pour la fixation, le domaine S2 pour la fusion. Donc, le vaccin, il doit viser la protéine spike S. Hein, et la plupart des vaccins vont cibler la protéine S. Alors, il y a un site, hein, vous l'aurez donc, vous avez là, il y a un site, comme pour les tests, hein, de diagnostic, il y a un site international où sont collectées toutes les données. Il y a un site pour les vaccins et c'est ouvert à tout le monde où il y a toutes les données donc, concernant les vaccins qui sont enregistrées avec toutes les informations nécessaires. Donc, il y a ce test, la dernière mise à jour le 12 janvier, je l'ai regardé hier, 289 vaccins enregistrés en tout, 10 déjà en cours d'utilisation et 69 en cours d'essai clinique. Il y a 36 vaccins RNA, 26 vaccins ADN, 35 vaccins vecteurs viraux non réplicatifs, 23 vaccins vecteurs viraux réplicatifs, 19 vaccins inactivés, tués, 4 vaccins vivants atténués, 89 vaccins sous unité protéique, 19 vaccins virus-like proteins et les autres. Alors, les vaccins commercialisés, là, vous allez sur le site, hein, vous voyez, donc ici, vous avez, j'ai pris par exemple les 3 vaccins les plus connus maintenant, et vous avez toutes les données concernant ces vaccins, hein, comment dire, l'essai clinique, combien il y a eu de malades, etc. Et, il faut bien, et lorsque vous voyez ces essais cliniques, bon, ces firmes, donc les résultats, ils vont les publier au cours de 2021 ou à la fin 2021, etc. Donc, là, vous avez plusieurs exemples de vaccins, hein, des vaccins russes, chinois, américains, anglais, etc. Bon. Alors, je voudrais, bon, là, donc je dois finir. Alors, pour les vaccins anti-Covid, ils sont généralement, la plupart des vaccins utilisés, donc ils sont administrés par voie intramusculaire. Mais il y a certaines firmes qui préparent, donc qui sont en train de mettre au point des préparations donc, permettant d'utiliser la voie nasale. Et ça, bon, c'est bien parce que ça va permettre de mimer l'infection virale elle-même et de produire des IgA sécrétoires, protecteurs, etc. Et comme je viens de le dire, donc il faudrait qu'on ait un test pour doser les anticorps antiprotéines S. Hein, c'est parce que c'est comme ça qu'on va savoir si un sujet est réellement immunisé ou non. Lorsque vous vaccinez avec l'hépatite B, 90% des sujets vont répondre, ils vont avoir des anticorps anti-HBS, mais 10% n'auront pas d'anticorps anti-HBS et ils doivent maintenir la protection. Donc, pour conclure, donc, je dirais que face à cette pandémie mondiale de Covid-19 et tout ce qu'elle engendre comme dégâts aussi bien sur le plan humain et économique et social. Et à défaut, pour le moment, d'un traitement curatif efficace, la vaccination semble être l'arme, la seule arme possible pour protéger les personnes et enrayer. Il y a des fautes d'orthographe. J'ai fini la préparation il n'y a même pas 1 heure. Donc, la vaccination est un acte personnel, individuel. C'est pour la protection individuelle, mais c'est aussi un acte citoyen parce que ça vous permet de vous protéger vous, mais via l'immunité collective, ça permet de protéger toutes les personnes, toute la communauté, et ça permet de se débarrasser, si on arrive à 60% de sujets immunisés, de se débarrasser de l'infection. Il y a une multitude de vaccins qui sont produits ou en cours de développement. Il faut savoir faire le bon choix pour les meilleurs vaccins disponibles, tenant compte des critères d'efficacité et d'innocuité. Et je dirais que les vaccins à ARN pourraient bien représenter
la voie d'avenir. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les vaccins à ARN, on parle maintenant de variants, etc. D'abord, les vaccins, on a bien vu que les vaccins déjà en cours sont efficaces contre les différents variants. Mais supposons qu'il y ait un nouveau variant qui change complètement l'antigénicité de la protéine S, eh bien, avec les vaccins classiques, il va falloir attendre 2, 3, 4 ans, etc. Avec les vaccins à ARN, c'est facile, il suffit de mettre la séquence en ARN, la nouvelle séquence, et vous pouvez avoir votre vaccin, ils ont dit, en 6 semaines, 1 mois et demi. Donc, c'est vraiment une révolution. Merci beaucoup. Cher maître, merci, cher maître. C'est toujours pertinent de vous suivre et beaucoup de nouvelles informations et rafraîchissement de mémoire surtout. Je vais poser quelques questions de nos collègues qui nous suivent depuis tout à l'heure. Donc, une question, est-ce qu'il y a une explication pour les cas de réinfection du Covid-19, bien sûr? Pour les formes asymptomatiques ou très légères, on peut avoir une immunité protectrice solide, semblable aux formes... Ah, question, ok. Donc, la réinfection, comment est-ce qu'on explique? Donc, d'abord, la réinfection, elle existe. Donc, en tant qu'immunologiste, on a beaucoup défendu l'idée que le principe que lorsqu'on est infecté, on a une immunité. Ça c'est l'immunologie, ça fait 100 ans que les expériences, les observations, etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe, que c'est comme ça que fonctionne le système immunitaire. Donc, mais, bon, pour le Covid, pour le SARS-CoV-2, c'est vrai, donc, il semble qu'il peut y avoir des cas de réinfection. Et ces cas sont peut-être, bon, encore faut-il que ce soit une vraie réinfection. Mais ça existe. Alors, la réinfection, ça peut être déjà un nouveau variant. Le cas le plus simple, c'est un nouveau variant et l'immunité que l'individu il avait, ça peut ne pas être efficace. Ça peut être, parce que vous savez, on n'a pas tous le même système immunitaire. On n'a pas tous les mêmes réponses. On ne sait pas, est-ce que les sujets asymptomatiques, est-ce qu'ils mettent en place une réponse immunitaire? Je vous réponds à la deuxième question en même temps. Est-ce qu'ils mettent en place une réponse immunitaire efficace? C'est encore débattu. Les études sont en cours et c'est encore débattu. Les sujets qui font une forme asymptomatique, il y a une étude il y a 2 ou 3 semaines qui est parue qui dit que ils ont une immunité, ils ont une mémoire. Bon, c'est pas, donc c'est encore discuté. Et les causes pour les sujets qui font une réinfection peuvent être multiples, donc ça dépend. Donc, et puis l'état de santé de l'individu, il peut, lors de la réinfection, être dans mauvaise posture, si on peut dire, hein, pour avoir une immunité affaiblie ou quelque chose. Il peut suivre une chimiothérapie, ou il peut, enfin bon. Donc il y a plusieurs explications possibles. Mais ça existe, la réinfection, c'est rare, mais ça existe. Une autre question. Avant de vacciner prochainement les patients, voilà, nos citoyens, est-ce qu'il faut faire un test sérologique pour voir est-ce que peut-être il était porteur, ça, peut-être il est polysymptomatique, n'est pas très immunisé. Est-ce qu'il faut faire des tests sérologiques pour voir s'il a des GG ou non? Là, se pose la question. Ça donne la durée de l'immunité, hein? معناها بكل تسمع انت تشوف في امريكا في les chaînes de télévision américaines, françaises, machin, etc. La durée de limité. انت تجي الناس الكل معناها خايفه من الدوري ديميتي كذا تقول لا انت ايمونيزي سيدي من بعد كيف معناها بون سي pour le SARS-CoV, le virus qui ressemble à 80%. Mais j'ai regardé la bibliographie à l'époque, il y a 6 ou 7 mois. En Chine, les études ont montré que
يعني au bout d'une année, il y avait 90% des sujets, plus de 90% qui avaient encore des anticorps, antiprotéines. Je crois au bout de 2 ans, 80%. Et au bout de 3 ans, au moins la moitié avait des anticorps. Maintenant, ils veulent, oui, et l'infection, ça fait même pas une année. Bon. La durée de l'immunité, là où tu vas, il te parle de la durée, même dans les articles scientifiques, dans les publications, etc. Bon, il y a des papiers qui montrent que l'immunité est là, qu'elle dure, etc. Et puis d'autres qui cherchent toujours à mettre ça en doute. Bon. Donc, c'est une décision, je ne sais pas, un sujet qui est immunisé, bon, qui a été infecté, bon, s'il a les anticorps, théoriquement, s'il a les anticorps, surtout les anticorps neutralisants, il ne faut pas rechercher les anticorps antiprotéines. Il faut rechercher les anticorps antiprotéines S. C'est les anticorps neutralisants. S'il a les anticorps antiprotéines S, moi, je ne vois pas pourquoi. Du moins, ça peut attendre. Il n'est pas prioritaire pour la vaccination. Une autre question, s'il vous plaît. À partir de quel pourcentage on peut dire que pour l'atteinte de la population, on peut dire qu'on a atteint l'immunité du groupe collective. Ça, c'est les épidémiologistes, et il me semble qu'ils l'ont évalué à 70%. 60 à 70%. 60 à 70%. Ça, c'est les épidémiologistes qui fixent ce taux. Je crois pour le Covid, pour SARS-CoV-2, ils l'ont estimé 60-70%. Il faut au moins 60 et c'est bien si on arrive à 70% de la population. Donc, une question. Bon, vous avez déjà répondu à la première question que j'ai ici sur le papier. Ma deuxième question, donc, pour les adolescents, c'est-à-dire à partir de quel âge on doit vacciner à partir de 20 ans? Maintenant, les vaccins, si vous rentrez, moi je vous conseille de rentrer dans le site. Vous avez le PowerPoint. Ceux qui suivent, ils ont le PowerPoint. Je vous conseille d'aller sur le site dont je vous ai parlé. Vous avez toutes les infos concernant les vaccins. Toutes les infos. Et la plupart, ils disent à partir de 18 ans, pour le moment. Qui m'a permis, pour le moment, à partir de 18 ans. Hein? Qui m'a permis. Adulte. Voilà. Merci bien. De rien, merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc, merci. Voilà. Merci encore pour l'invitation et bravo pour votre activité, pour votre dynamisme. Merci, professeur Hatem. On a un petit cadeau si vous pouvez. بعد اذنك لو تقبلوا من عندنا un petit cadeau symbolique. ويقالوا لي فوالا نجيو هوني هكا نقابلوا الكاميرا اون فاس. فوالا. Merci, c'est Hatem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. عايشك. Voilà. مازلنا. Vas-y.